Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Opération séduction pour le Val d'Oise qui souhaite accueillir le village de l'exposition universelle de 2025. Le département propose le triangle de Gonesse parmi 7 autres sites en Ile-de-France. Reportage dans un instant. Manuel Valls était à Cergy ce mercredi pour y prononcer un long discours sur l'éducation, un discours qui résonne comme un programme de campagne électorale. Grand oublié de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024, le Val d'Oise ne veut pas rater l'exposition universelle de 2025. La France est candidate pour accueillir ce grand rendez-vous et cherche son village global, cœur de l'exposition. Le Val d'Oise propose de l'accueillir sur le triangle de Gonesse. Une visite était organisée sur place ce lundi avec le comité d'organisation. Florian Philippe était sur place. Europa City, donc, qui sera sur toute la partie en façade autoroutière et qui viendra surplomber le boulevard du Parisis pour venir trouver un accès, une connexion à la gare du Grand Paris Express. Opération séduction pour le Val d'Oise sur le triangle de Gonesse. Le département est candidat pour accueillir sur ce site le village global de l'exposition universelle 2025 que la France veut organiser. 7 sites franciliens sont candidats et vont être visités par le président d'Expo France 2025. Alors peut-être il y aura des millions de visiteurs ici. Jean-Christophe Romantin a commencé cette série de visites par le triangle de Gonesse et s'est montré intéressé par les possibilités du site. Ce qui surprend le plus, c'est la connexion du site. Vous voyez, on a les voies autoroutières, on est entre 2 aéroports, on a une gare TGV à quelques encablures d'ici. Donc on est vraiment dans un nœud de transport et de ce point de vue-là extrêmement rassurant par rapport aux objectifs qu'on recherche. Ce qui est au-delà de ça séduisant sur ce lieu, c'est la page blanche. Vous voyez, quand vous voulez dessiner un projet, plus la page est blanche, moins elle a de contraintes, plus vous avez une créativité possible. Le village global s'articulerait autour du projet de gigantesque complexe de loisirs Europa City et de la future gare du Grand Paris, prévus tous deux pour 2024. Le département pourrait donc accueillir cette grosse boule baptisée le Globe si la France et le Val d'Oise sont choisis. 45 à 60 millions de visiteurs sont attendus. Une opportunité que le conseil départemental veut saisir. C'est très important pour nous parce que nous sommes convaincus que la France et le Val d'Oise ont besoin de ressentir une fierté nouvelle, une fierté renouvelée des projets que nous avons. Et quoi de plus exaltant qu'une exposition universelle qui va inviter le monde entier à venir sur notre territoire, admirer les technologies d'aujourd'hui et de demain. D'ici avril ou mai prochain, une liste des points forts et points faibles de chaque site sera dressée. Un groupement d'intérêt public composé de l'État, la région et Expo France votera alors pour choisir le meilleur lieu. Le pays hôte sera choisi courant 2018. Manuel Valls et Najat Vallaud-Belkacem étaient à Cergy ce mercredi. Le Premier ministre venait y prononcer un discours sur l'avenir de l'éducation et présenter son projet de nation éducative, un discours en direction des enseignants qui résonne comme un programme de campagne électorale. Reportage. C'est à Cergy, à l'école de formation des professeurs, mais également au cœur de l'université de Cergy-Pontoise, un campus de plus de 10 000 étudiants, que le Premier ministre a décidé de décliner sa vision de l'éducation pour l'avenir. Manuel Valls a plaidé pour ce qu'il appelle une nation éducative, un programme où l'éducation au sens large serait au cœur d'un vaste projet de société. Ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de projet politique viable. C'est qu'il n'y a pas de projet de société solide, c'est qu'il n'y a pas de projet pour la nation qui ne soit pas basé sur l'éducation. Si je défends, comme je le fais, avec conviction, avec force, avec mes mots, avec mon expérience, la République, c'est parce que la République a donné toute sa force à cette idée de l'éducation. Devant plusieurs centaines d'étudiants de l'université de Cergy-Pontoise, le Premier ministre a également défendu l'idée d'universités ouvertes sur les territoires où elles sont implantées, mais également ouvertes à l'international. Il faut des campus où se rencontrent des étudiants, des enseignants et des chercheurs de toutes nationalités, de tous les milieux sociaux. Il faut en faire beaucoup plus pour les jeunes de nos quartiers populaires ou des territoires ruraux. Leur envoyer un message très clair, leur dire enfin que les portes leur sont grandes ouvertes.
À l'université de Cergy-Pontoise, le message de Manuel Valls est reçu 5 sur 5. L'UCP s'est déjà positionné pour devenir un grand campus international. Les enjeux de l'éducation sont mondiaux et l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'un étudiant de Cergy, d'Île-de-France, puisse à un moment donné aller à l'autre bout du monde, sur un autre campus, voir comment on vit, comment on pense et faire exactement la même chose en sens inverse, c'est-à-dire permettre à un étudiant en Afrique, en Amérique latine, en Asie, de venir en Europe pour confronter ses modes de pensée et ses usages. Le Premier ministre a également expliqué qu'il faudra à l'avenir investir tous les ans au moins 1 milliard d'euros dans les universités. Le prochain quinquennat devra aussi être celui des vraies augmentations de salaire pour tous les enseignants, a également déclaré Manuel Valls, qui souhaite aussi la généralisation des expérimentations en matière de mixité sociale dans les collèges. Un discours sur l'éducation qui ressemble à un programme de campagne. Le Premier ministre multiplie dernièrement les allusions pour confirmer qu'il se tient prêt au cas où pour la présidentielle de 2017. Au revoir, merci à tous. La présidentielle, justement, au moment où Manuel Valls était à Cergy pour son discours sur l'éducation, Emmanuel Macron officialisait sa candidature à la présidentielle. Sans le nommer, Manuel Valls a dénoncé les aventures individuelles de certains politiques. Je vous propose d'écouter le Premier ministre à ce sujet, suivi de la réaction du député socialiste du Val d'Oise et soutien de Manuel Valls, Philippe Doucet. L'exercice du pouvoir, c'est une éthique de responsabilité. C'est savoir tenir bon, c'est avoir le sens de l'intérêt général, le sens du collectif, refuser les aventures individuelles, c'est savoir résister à toutes les pressions. C'est une surprise pour personne que tout le monde le sait, que si François Hollande n'y va pas, que Manuel Valls est prêt, se prépare et il se prépare sur le fond. Donc ce matin, vous voyez bien que quand il parle de nation éducative, c'est que pour lui, c'est un sujet absolument central. Si demain il est amené à avoir un rôle, il l'aura de toute façon, mais s'il a un rôle dans la prochaine présidentielle. Pour moi, je pense qu'à titre personnel, je pense que ça serait une bonne nouvelle. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Opération séduction pour le Val d'Oise qui souhaite accueillir le village de l'exposition universelle de 2025. Le département propose le triangle de Gonesse parmi 7 autres sites en Île-de-France. Mais avant cela, il faut que la France soit désignée. Le pays hôte sera choisi courant 2018. Merci donc d'avoir suivi ce journal. L'info continue sur veonews.fr. À demain. Ce grand bâtiment blanc aux colonnes bleues est l'une des fiertés de la ville d'Enghien-les-Bains. Ce sont les thermes, le seul établissement thermal d'Île-de-France. Sans ces thermes, Enghien n'existerait pas. La ville est née du thermalisme et son histoire commence en 1766. Un abbé, Louis Cotte, découvre un ruisseau au bord du lac d'Enghien. Sa caractéristique, une odeur d'œuf pourri qui va révéler la présence de soufre. L'eau sulfurée est alors connue pour ses vertus thérapeutiques. Le thermalisme à Enghien-les-Bains vient de naître. On a commencé à la fin du XVIIIe à utiliser ces eaux avec quelques guérisons notables, Prince de Conti notamment. Et en 1811, la sœur du banquier Benjamin de Lesser, donc Madame Gauthier, ouvre le premier établissement. Et voilà, et c'est l'histoire qui commence. En 1823, le roi Louis XVIII guérit d'un ulcère à la jambe grâce à cette eau sulfurée. La nouvelle se répand et va faire la réputation de la toute jeune station thermale. Enghien s'agrandit et devient un lieu de cure et de divertissement. En 1863, on construit un nouvel établissement thermal qui sera l'un des plus modernes d'Europe, suivi d'un autre en 1935. 50 ans plus tard, le groupe Lucien Barrière obtient la concession des thermes et du casino. Grâce aux gains générés par les machines à sous, un nouvel ensemble unique mêlant santé et bien-être voit le jour en 2006. Cet établissement regroupe à la fois les thermes, mais également un très grand spa et une activité qu'on appelle le Médispark, qui est une activité d'esthétique médicale.
Le Médispark, centre dédié à la beauté et à la médecine esthétique, occupe une partie du premier étage. Le reste est réservé aux thermes. C'est ici qu'arrive l'eau sulfurée destinée aux curistes. Les thermes d'Enghien-les-Bains ont la particularité, grâce à leurs eaux très sulfureuses, de traiter toutes les affections respiratoires, plus particulièrement tout ce qui concerne la sphère ORL. Au dernier étage, on trouve 2 piscines. Elles font partie du Spark, un centre de sport et de bien-être réparti sur 2 étages, ouvert en 2006. Donc le Spark, c'est 3500 m², 2 salles de sport, 2 bassins avec un bassin de natation, un bassin d'animation, des saunas, des hammams, des salles de repos, un solarium et puis 24 cabines de soins où sont prodigués des soins par une équipe de 15 praticiennes. Chaque année, 6000 curistes profitent des bienfaits de cette eau sulfurée. Une eau qui a fait la richesse et la célébrité d'une petite ville de seulement 12 000 habitants. Un sacré destin pour un petit ruisseau qui ne sentait pas très bon. Ce petit jardin du quartier de l'Ermitage de Pontoise n'est pas un jardin comme les autres. Il a plusieurs fois servi de décor à l'un des plus grands peintres impressionnistes, Camille Pissarro. Entre 1866 et 1883, le peintre séjourne à Pontoise. Il va y réaliser plus de 300 toiles, dont quelques-unes dans ce jardin. Notre ami Pissarro s'est mis pas trop loin de là où nous sommes, qu'il a planté son chevet dans cette direction et que ce qu'il reste aujourd'hui de sa peinture, c'est l'emplacement de la porte qui est murée maintenant par des parpaings, le début du mur et la fin du mur qu'on aperçoit dans la maison qui est là-bas, plus la fameuse maison bourgeoise dont on aperçoit le toit derrière la petite maison qui vient masquer la vue qu'a eu Pissarro. À 36 ans, Camille Pissarro s'installe à Pontoise. Nous sommes en 1866. Depuis 3 ans, une gare permet de rejoindre la capitale en 30 minutes, un avantage pour le peintre. Il trouve à Pontoise la variété de paysages qu'il recherche, tout en étant proche de Paris. Pontoise a la chance d'avoir accueilli une des figures très importantes de l'impressionnisme qui a participé à la naissance du mouvement. D'ailleurs, Camille Pissarro a accueilli à Pontoise les plus grands noms de l'impressionnisme, à savoir Cézanne ou bien Gauguin. Pendant 2 ans, Pissarro et Cézanne vont travailler ensemble à Pontoise sur les mêmes sujets. Mentor de Paul Cézanne et de Paul Gauguin, Camille Pissarro sera considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme. Malgré son influence sur les autres peintres, Pissarro ne vit pas de sa peinture. Camille Pissarro, quand il a vécu à Pontoise, il était assez pauvre et c'est pour ça qu'il avait aussi choisi Pontoise, qui était beaucoup moins cher que la vie parisienne. On dit d'ailleurs qu'il payait l'épicier rondeste avec ses toiles pour pouvoir manger. Si la vie n'est pas facile à Pontoise pour Camille Pissarro, le style du peintre est déjà là. Il met en lumière la vie rurale, ses paysages et ses paysans. Dessinateur et peintre, il ne s'arrêtera pas à l'impressionnisme et touchera à d'autres courants picturaux. Même à Pontoise, Camille Pissarro a perfectionné son style, a évolué. On parle d'une première période pontoisienne, d'une période pontoisienne classique et enfin d'une vraie expression de l'impressionnisme, voire même du divisionnisme à Pontoise. En 1883, Camille Pissarro s'installe à Osny, à quelques kilomètres. De son passage à Pontoise, il reste un musée qui porte son nom. On y trouve une toile peinte en 1864, des gravures et des dessins de l'artiste. Quant aux autres tableaux du peintre réalisés à Pontoise, ils sont exposés dans les plus grands musées du monde.